Merci. Quoi dire après un tel résumé? Finalement, je n'ai plus qu'à me taire et attendre vos questions, que j'imagine nombreuses. Non, plus sérieusement, j'ai d'abord le plaisir de retrouver beaucoup que je connais, que je salue avec joie, pour évoquer donc ce livre, à la couverture éloquente s'il en est, puisque c'est un tableau de Marx Ernst. Et comme j'y étais incité, je pense que les premiers mots doivent être dire pourquoi ce livre, pourquoi ce thème du gouvernement du désir, qui à certains égards peut paraître singulier dans un travail commencé il y a 12 ans avec l'avènement du corps, mais qui s'est généralement poursuivi avec des réflexions d'ordre politique, géopolitique et géoéconomique. Je pense au renversement du monde, je pense à la grande séparation, je pense aussi à la production du monde. Ce livre est pour moi le dernier des 5 essais que j'aurais publiés sur un thème unique. Notre condition humaine, à nous, hommes et femmes, ici ce soir, a changé plus en une génération qu'elle n'avait probablement changé au cours des 2 à 3 millénaires précédents. Nous ne serons plus jamais les hommes et les femmes que, nés dans les années 20 ou les années 30, ont été. Nous ne serons plus jamais ces hommes et ces femmes craignant la mort subite, craignant une vie de souffrance physique dès après 40 ans, craignant la misère ou la grande pauvreté, craignant les feux du ciel ou la guerre sur le continent européen. Nous sommes sortis de cette condition-là, avec une extraordinaire rapidité, une extraordinaire brutalité dont nous ne sommes pas tout à fait conscients. J'aurais consacré donc 5 essais à ce thème, une rupture anthropologique majeure au cours des 25 ou 30 dernières années. Pourquoi le gouvernement du désir? Il est parti du même constat. Et ce constat, je vais essayer de développer devant vous, je vais essayer surtout de vous dire en quoi pour moi il débouche sur de l'espoir, et il débouche sur un espoir politique. Parce que je pense que le désir des choses qui s'achètent et qui se vendent est en train de s'épuiser. Et il est en train de déboucher sur les choses qui ne s'achètent pas et qui ne se vendent pas. C'est le désir politique, c'est le désir de survivre, et c'est le désir de faire du nous en commun. Alors Pierre-Yves m'a incité à placer cette réflexion sous l'auspice de grands philosophes français, donc j'ai beaucoup cherché, malheureusement j'en connais peu de noms se sont imposés à ma mémoire, et j'en ai trouvé 2 finalement. J'ai trouvé Johnny Hallyday et j'ai trouvé Alain Souchon. Alors, le premier, c'est Alain Souchon, dans une chanson que je vous invite à entendre ou à réentendre, qui s'appelle « Foule sentimentale ». Alain Souchon parle merveilleusement de tous ces désirs qu'on nous inflige, et du fait qu'on rêve d'un coucher de soleil, on rêve d'un matin d'hiver sur une plage avec le soleil qui se lève, rien que des choses pas commerciales. C'est donc le premier des philosophes français avec lesquels je voudrais commencer cette soirée. Je voudrais prolonger cette soirée avec Johnny Hallyday, parce que Johnny Hallyday, dans une chanson qu'il a écrite par un de ses grands paroliers, écrit ou chante « Qu'on me rende l'envie ». Qu'on me rende l'envie d'aimer, qu'on me rende l'envie de l'argent, qu'on me rende, etc. Tout simplement parce que ce désir, cette envie constitutive de l'être humain, lui dit « je les ai perdus ». J'aimerais placer cette soirée sous l'égide de ces 2 grands philosophes français, s'il en est, et commencer assez modestement, beaucoup plus modestement, parce que j'essaierai d'appeler rupture anthropologique moderne. Cette rupture, elle intervient dans l'ordre du désir, et considérez bien que quand on parle du désir humain, quand on parle du rapport à l'autre, quand on parle du rapport à l'amour, quand on parle du rapport à soi-même et à ce qui en rend heureux dans une vie, on touche évidemment à l'essentiel. Si quelque chose dans le désir amoureux, si quelque chose dans le désir de l'autre, si quelque chose dans le désir des corps qui se parlent et qui s'entendent a changé, quelque chose de fondamental a changé dans la condition humaine. Et pour le dire tout net, je crois que la première grande transformation intervenue assez récemment, c'est la fin de ce que Denis de Rougemont, dans L'amour et l'Occident, caractérisait ainsi. Depuis Héloïse et Abélard, depuis Tristan et Iseut, etc., depuis l'an 1000, toute l'histoire de l'Occident n'est qu'une histoire d'adultère. C'est Denis de Rougemont dans L'amour et l'Occident.
Et Denis de Rougemont en fait le fil conducteur de l'histoire de l'Occident, comme si la passion amoureuse avait été maîtresse du destin occidental. Je pourrais développer ça, je pourrais développer les conquistadors espagnols, qui étaient au moins autant en recherche de jeunes femmes indiennes qu'en recherche de la propagation de la foi. On pourrait prolonger longuement. Mais il est important de considérer ce point, ce fil de la passion amoureuse. L'enfance redonnée, l'acceptation de la soumission, l'acceptation même de l'humiliation, l'acceptation certainement de la dépendance, l'acceptation d'une inégalité absolue dans la passion amoureuse, quelque part, ça vient probablement s'échouer sur les berges de l'individualisme libéral, sur les berges de l'égalité des sexes et sur les berges de la contractualisation de toute relation. Vous savez ce que disent des gens de Wall Street qui ont envie de sortir ensemble quand un homme et une femme, ou un homme et un homme, une femme et une femme, oublions cela, de Wall Street sortent ensemble, il y a deux avocats avec eux. La contractualisation de la relation est telle qu'il n'y a plus de place pour l'emballement amoureux, la passion où je te promets tout, tu peux tout prendre, je peux faire un tour du monde pour, non. Il y a contrat. Et quelque part, contrat, égalité, ça ne va pas avec la passion amoureuse. Probablement est-ce que la contractualisation des relations, probablement est-ce que il ne faut que ça cause de tort à personne, donc il ne faut pas que ça s'emballe, il faut que ça sorte du domaine de la volonté et du choix rationnel. La passion, c'est l'inverse même du choix rationnel. La passion, quelque part, vous connaissez l'immense littérature poétique, c'est le souffle de Dieu qui se pose, c'est quelque chose d'en haut, d'extérieur, d'étranger à la condition individuelle, qui la transforme et qui la fait exploser. Nous ne saurions plus l'accepter. Et d'une certaine manière, sans paraphraser Marcel Gauchet, l'une des étapes ultimes de la sortie de la religion, l'une des étapes ultimes du refus de toute transcendance et de tout ce qui dépasse, ça pourrait bien être cela, la fin de la passion amoureuse. Alors il y a une seconde chose qui m'apparaît avoir considérablement bougé dans cet ordre du désir, ce sont les libérations. Nous sommes libérés, libres. Il y en a même qui utilisent ça comme titre dans un certain nombre de leurs revues. Libres. De quoi sommes-nous libérés quand nous sommes libres? Et probablement, est-ce que la question contemporaine a changé de nature? La question contemporaine, c'est qui nous libérera de nos libérations? Parce qu'en définitive, et là je rejoins Michel Foucault disait la libération c'est très bien, mais la libération ça aboutit à une chose, c'est tout se publie. Sur Facebook, on montre tout. À partir du moment où on montre tout, on sort du domaine du secret, de l'intime et du cachet. On rentre donc dans l'ordre de ce qui s'explicite, qui est naturellement le domaine du droit et qui est le domaine de l'État. L'État, c'est toujours l'ordre social. Et à partir du moment où tout peut se dire, tout peut se montrer, tout peut s'exposer, il n'y a plus de censure. D'une autre manière, tout rentre dans l'ordre de ce qui peut être gouverné, de ce qui peut être décidé. Je m'arrête un instant sur ce point parce qu'il est essentiel pour comprendre ce qui nous est arrivé dans nos démocraties. Dans nos démocraties, l'ordre ne vient plus d'en haut. On se raconte beaucoup d'histoires là-dessus. L'ordre ne vient plus d'en haut, l'ordre vient d'en dessous. L'État et le politique est l'infrastructure invisible de nos vies. L'État s'invite dans nos assiettes et décide de ce qu'on peut manger ou pas. L'État s'invite dans les cuisines, dans les lits, dans les arrière-cours, bref. L'État est devenu l'infrastructure invisible de l'ensemble de nos vies. L'État qui était en haut s'est réinvesti. Et voyez les promesses, Jacques Chirac en était friand, voyez les promesses que donne l'État. L'État nous promet à tous une vie longue, heureuse, sans souffrir. L'État nous promet de gagner sans cesse en espérance de vie, etc. Ce qui est un autre mode de contrôle par l'incitation. Pour celles et ceux que cette réflexion étonnerait, je vous invite à regarder les articles du New York Times qui s'étonnaient quand même des opérations Paris-Plage et que dans l'encadrement médiatique des opérations Paris-Plage, la mairie de Paris dise on veut assurer à chacun l'accès au plaisir. Ça fait partie des fonctions des élus de la mairie de Paris, ça fait partie des fonctions gouvernementales d'assurer à chaque Parisienne, à chaque Parisien ou à tous ceux qui viendront à Paris-Plage, d'assurer un accès à la joie de vivre, au bonheur et au plaisir. Et le New York Times disait, il y a quand même quelque chose de drôle qui se passe sur les rives de la Seine. On y est en plein. C'est le réinvestissement de l'État en infrastructure de la société.
vous n'avez qu'à regarder les demandes faites à l'État, par tout le monde, à tous les égards. On a un changement majeur de la fonction de l'État. Troisième point de ce changement du désir, et là j'irai plus vite, contractualisation, libération, Internet y joue un grand rôle, le virtuel y joue un grand rôle. C'est tout simplement que des choses gratuites qui se transmettent ou qui se donnent se sont transmuées en peu d'années avec une extraordinaire brutalité en choses qui s'achètent et qui se vendent. On est là dans la poursuite de la contractualisation des rapports humains, mais on est là de manière plus importante dans la marchéisation de tous les rapports humains. Et c'est quelque chose, et j'en reviens à ma révolution anthropologique, qui touche au fondement même des sociétés humaines. Je vous conseille, si vous l'avez fait, la lecture d'un excellent livre de Maurice Godelier, Au fondement des sociétés humaines. Godelier est un grand anthropologue français qui a fait son terrain quelque part en Afrique, côté du Cameroun. Et Maurice Godelier, à la fin de sa vie, a fait ce livre dans lequel il résume son travail d'ethnologue. Et résume son travail d'ethnologue en disant, contrairement à ce qu'on dit, les sociétés humaines, ça ne se caractérise pas du tout par leur économie, leur taux de croissance, les choses qui s'achètent et qui se vendent. Les sociétés humaines, dans la durée, sont toujours caractérisées par la catégorie de biens qui se transmettent de parents à enfants, à petits-enfants, par la catégorie de choses qui se donnent entre amis, quand on se reçoit, quand on partage une soirée ensemble, par les choses donc qui sont gratuites, se transmettent dans le temps, ou se donnent dans le cercle de la communauté, et c'est ça qui caractérise les sociétés humaines. C'est pas du domaine de l'économie, et c'est surtout pas ce qu'on met à prix. Ce qu'on met à prix, au sens littéral, est indifférent. À partir du moment où ça peut se vendre, ça n'est plus essentiel. Je vous renvoie à la lecture de ce livre parce qu'elle m'apparaît très importante pour expliquer un certain nombre des choses qui se passent dans nos sociétés. Alors une fois posés ces trois points, oui, il se passe quelque chose d'essentiel dans nos sociétés humaines et il se passe quelque chose d'essentiel dans notre condition d'homme et de femme aujourd'hui. Un ami à qui j'évoquais ça, professeur d'université que je ne citerai pour rien au monde, me disait oui, probablement est-ce que tu as assez raison, dans mon université, les soirées universitaires, il y a un assez petit nombre d'hommes qui rentrent avec d'autres hommes, un assez petit nombre de femmes qui rentrent avec d'autres femmes, la plupart d'entre eux rentrent tout seuls et vont regarder des séries télé le reste de la nuit. Ça, c'est quand même un changement anthropologique qui est en train de se passer. Le changement dans l'ordre du désir, le changement dans l'ordre de la rencontre, et le changement dans, finalement, que désirons-nous sans fin jusque dans le monde de la passion. Ça introduit naturellement la seconde partie, si vous le voulez bien, de cette soirée. Il y a toute une catégorie du désir qui est en train de s'épuiser. Et avec cette catégorie du désir qui est en train de s'épuiser, c'est simplement un système de gouvernement qui s'épuise. Pourquoi ? Parce que je vous l'ai dit, le recyclage de l'État en infrastructure du bien-être, en infrastructure du bonheur, c'est tout simplement le fait que le mode de commandement qui nous réduit le plus facilement à l'obéissance, c'est le gouvernement de nos désirs. Et je vous renvoie à Alain Souchon, ces désirs qu'on nous inflige, en permanence le rôle des médias, le rôle d'Internet, le rôle de... etc., c'est de nous assigner des désirs, de nous dire ce qu'il faut que nous désirions. C'est le grand effort de la publicité. Regardez, nous arrivons à Noël. Regardez avec quelle force les injonctions d'acheter, les injonctions de consommer vont se répandre. Regardez avec quelle force, si vous ne partez pas à la neige ou au soleil, si etc., vous êtes quelque part déclassé, déconsidéré, vous vous sentez inférieur à l'image que vous devriez avoir de vous-même. Cette sorte de culpabilisation par rapport à un ordre du désir est majeure dans le système de commandement moderne. Elle est majeure dans un phénomène qu'il faut analyser jusqu'au fond. Se sont trompés tous ceux qui ont dit l'ordre libéral est faible. Il faut un pouvoir autoritaire bien établi d'en haut, c'est infiniment plus puissant. Un ordre religieux établi d'en haut, l'ordre de la croissance, c'est infiniment plus puissant. Le libéralisme a gagné contre tout ça. Et le libéralisme a gagné, pourquoi ? Pour le dire d'une phrase, parce que nous tous, individus de droit, sommes plus étroitement liés et tenus par nos désirs individuels qu'eux étaient tenus par une religion venue d'en haut, qu'ils étaient tenus par un pouvoir venu d'en haut. C'est pourquoi les démocraties libérales l'ont emporté. L'ordre du désir individuel, satisfait par la croissance et investi dans un progrès sans limite, a tenu plus étroitement les individus que n'importe quel ordre politique ou religieux.
Et mon second point, c'est que c'est en train de s'arrêter. Et c'est en train de s'arrêter pour 2 ou 3 raisons absolument fondamentales que je voudrais balayer avec vous en quelques minutes. C'est d'abord en train de s'arrêter pour une raison évidente, c'est que le moteur de la croissance a dératé, et que même si on arrive encore à grand-peine en sollicitant les indicateurs à dire qu'on fait un peu de croissance, la plupart d'entre nous ne la voyons pas. Je vais juste citer une chose, vous savez que le salaire moyen des États-Unis a augmenté, le salaire moyen réel aux États-Unis a augmenté de 1,5% en quelque chose comme 25 ans. Je crois que le taux annuel d'augmentation est de l'ordre de 0,03%. Ça veut dire que la notion de progrès des conditions de vie aux États-Unis, c'est fini. Le progrès des conditions de vie aux États-Unis s'est arrêté quelque part dans les années 90. Inutile de parler du succès de Donald Trump. Le second élément de cette rupture avec le progrès, il est plus brutal. C'est que pour les 60% d'Américains les moins riches, sur une dizaine d'années, l'espérance de vie a diminué de presque 3 ans. Et c'est un phénomène qu'on considère à peu près partout. Dans les familles britanniques aujourd'hui, plus d'un tiers des enfants nés dans des familles en situation de pauvreté sont obèses. Et pour ce tiers d'enfants, l'espérance de vie, dès qu'ils ont 10-15 ans, est probablement déjà inférieure de 10 ans à ceux qui ont refait Eton, Oxford, ou je ne sais pas quoi. Bref. Nos sociétés sont en train d'adopter un mode de sélection sociale assez intéressant et assez innovant, c'est-à-dire que l'accès à une alimentation dégradée, l'accès à des ressources naturelles dégradées, etc., est en train de réduire l'espérance de vie. Alors que vous savez que la promesse à peu près généralisée dans le camp occidental, c'était une augmentation permanente de l'espérance de vie en bonne santé. C'est en train de s'arrêter. Un point que partagent probablement ceux d'entre vous qui sont parents, voire grands-parents, je serais passé en pas tellement de décennies d'un monde où la certitude que mes enfants allaient vivre mieux que moi était donnée à tous, à un monde dans lequel, si mes enfants ou mes petits-enfants arrivent à peu près à assurer aussi bien, c'est déjà très bien d'avoir réussi ça. Et c'est exactement la même chose dans une grande partie du monde occidental. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la croissance économique, même si en tirant par les cheveux tous les indicateurs, on arrive à dire qu'on a encore un peu de croissance, elle n'assure absolument pas le progrès pour tous. Ça, c'est probablement l'effet de la désinsertion du capitalisme débarrassé de la menace soviétique, mais ça nous emmènerait vers d'autres sujets beaucoup plus politiques. Le deuxième élément, c'est que beaucoup des objets de consommation qui étaient prodigues en joie de vivre, qui étaient prodigues en plaisir de vivre, ça s'est considérablement dégradé. Bon, on ne va pas aller très loin là-dessus, mais 2 ou 3 quand même. Peut-être comme certains d'entre vous, j'ai vécu l'époque où, passé 18 ans, la liberté de vie, c'était la voiture. La voiture, c'était extraordinaire, sortir, y compris de Nantes, y compris de Paris, partir à l'aventure, libre, sur les routes. Conduire sur des routes de campagne en France, c'était un des plus grands bonheurs qu'on puisse avoir. Le grand bonheur de conduire sur des routes en France aujourd'hui, c'est déjà de regarder en permanence les panneaux, de savoir passer de 90 à 70, puis à 110, revenir à 70, s'interroger c'est pas 80 ou 60. Et finalement, c'est assez difficile de se faire plaisir en échappant au hasard. Je ne parle pas contre la prévention routière, hein. Simplement il y a beaucoup de monde à utiliser les mêmes voitures en même moment. Et moi je suis désolé, à chaque fois que je roule le dimanche dans une campagne française, je me demande que font autant d'imbéciles à rouler le dimanche dans une campagne en France. C'était quand même mieux quand on était tout seul. Je dis quelque chose que je crois majeur, notamment dans d'autres pays. C'est que l'automobile individuelle comme liberté, liberté de découvrir le monde, liberté de, c'est fini. Il ne faut plus rêver, ça ne va plus se passer comme ça. Deuxième point tout à fait analogue, on pourrait prendre les contrôles aériens. Quelle joie de prendre l'avion pour un week-end, oui. Enfin, sachez, ceux et celles qui ont vécu les affres, des retards au contrôle, aux fouilles, etc., voient de quoi je veux parler. Mais on peut aller plus loin. On a tous cru un monde sans frontières. On s'est tous dit, c'est extraordinaire l'Union européenne, on va pouvoir aller partout, etc. J'habite un quartier dans lequel il y a eu la Nouvelle Athènes, dans lequel Delacroix, Georges Sand, Wagner ont vécu. Je vis dans un quartier où il n'y a pas tellement d'années. J'aurais pu vous inviter à visiter des cours merveilleuses. Vous avez un immeuble construit assez récemment sur la rue. Quand vous passez le porche, vous avez un jardin, vous avez des écuries, vous avez des hôtels particuliers qui sont les hôtels de la grande bourgeoisie libérale du début du XIXe siècle. Tout le quartier qu'on appelle celui de la Nouvelle Athènes, de la Révolution romantique en France. C'est plus la peine d'y rêver, il n'y a plus de visite, parce que maintenant il y a des codes, il y a des passes et plus personne ne peut rentrer.
On s'est raconté des histoires sur un monde sans frontières qui a été remplacé par un monde où chaque jour on passe des centaines de frontières. Les badges, les codes d'accès, les cartes privatives, etc., etc. Qui peut rentrer dans un immeuble de bureau sans badger, sans donner son nom, ses papiers d'identité, etc. Un monde sans frontières où nous devions être totalement libres de nos déplacements, c'est trouvé, remplacé par un monde où il y a en fait des milliers de frontières invisibles. Et en permanence et partout, à l'intérieur d'un pays, il faut justifier de son droit d'y être. Ou de son droit de passer des sas, des portes et des seuils. On va continuer sur l'alimentation. Un mot quand même. Vous avez tous vu les campagnes manger 5 légumes par jour. 5 fruits et légumes. Prenons juste au hasard l'exemple de la pomme. La majorité des pommes industrielles vendues en France subissent au moins 20 à 30 traitements chimiques avant d'arriver sur le marché. La majorité des bananes qui vous sont vendues ont voyagé en bateau et pour qu'elles mûrissent dans le bateau et qu'elles se conservent dans le bateau, elles ont subi je ne sais pas combien de piqûres d'ingrédients chimiques. Je pourrais continuer là-dessus. C'est probablement un des éléments assez forts d'un mot lourd qui est celui de la déception. Une majorité des produits de grande consommation aujourd'hui, une majorité de tous ces produits qui étaient générateurs de tellement d'espoir, de satisfaction et de tellement de désir, aujourd'hui ce sont des produits qui comportent de la déception et dont certains même, et pour aller plus loin, comportent de l'inquiétude. Là on est sur quelque chose d'extrêmement lourd. Le désir des choses qui s'achètent et qui se vendent est en train de générer collectivement d'abord de la défiance, de la perte de confiance, et à bas bruit, une inquiétude proche de la peur, et qui quelque part est probablement une inquiétude pour la survie. Et là je vais un tout petit peu plus loin dans ce que Marcel Gauchet analyse comme le malheur français, en s'interrogeant qu'est-ce qui fait le malheur français. C'est pas français, je le retrouve dans nombre de pays d'Europe, je le retrouve aussi aux États-Unis. Il y a certainement cette idée que le progrès ne porte plus tous les bateaux et peut-être que la croissance, c'est-à-dire le moteur qui fait tenir nos sociétés ensemble, est en train de s'épuiser et que la croissance est totalement dissociée du progrès. Je vois monter à très bas bruit cette conscience beaucoup plus profonde que peut-être bien que tout ce qui a fait tenir nos sociétés, qui est la promesse que par la croissance nous allons pouvoir satisfaire tous nos désirs, ben cette promesse est simplement en train de menacer nos chances de survie. Et là encore, je crois qu'il faut aller un tout petit peu plus profondément. Vous avez certainement vu ce qui a accompagné le scandale des abattoirs en France. Je ne peux pas m'empêcher de relayer ces images et de relayer les données qui circulent sur l'élevage, au fait que, année après année, la part de la viande dans l'alimentation des Français décroît, et que de manière maintenant sensible, la proportion des végétariens dans la société française augmente. J'ai une expérience à cet égard qui m'avait beaucoup frappé, qui fait que j'étais sensible très tôt à ce sujet. C'est que j'avais eu l'occasion d'être invité à un parterre d'universitaires américains, débarquer après du décalage horaire, et arriver, déjeuner avec ces universitaires américains, je précise bien de Californie, et quoi manger, sans doute probablement ébahi. Je vais poser ça sous l'angle du décalage horaire, je commande un steak. Le déjeuner a été très drôle, la totalité des universitaires qui m'accompagnaient étaient végétariens. C'est quelque chose qu'il faut considérer pour l'avenir. Je vous le dis comme ça, s'il y a une menace sur l'élevage français, ce n'est pas les normes. Hein. S'il y a une menace sur l'élevage français, ce n'est pas la concurrence des Allemands avec le porc, etc. S'il y a une menace sur l'élevage français, c'est que les conditions révélées dans lesquelles sont élevés les animaux d'industrie, ça va juste faire 30 millions de végétariens dans assez peu de temps. Je pourrais continuer sur ce qui touche au dérèglement climatique. Je pourrais continuer sur ce qui touche l'épuisement des sols, la dégradation de la biodiversité, le nombre d'espèces végétales et animales qui disparaissent et qu'on ne retrouve plus. Je crois qu'il y a des choses beaucoup plus profondes qui touchent. Si vous sortez de Paris, vous avez tout le problème des semences de ferme. Vous avez tout le problème de l'appropriation du vivant. Et vous avez tout ce fait que des industriels, vous connaissez la loi, elle est partie des États-Unis, à partir du moment où vous êtes les premiers à décrire une particularité du vivant, vous êtes les premiers à décrire très précisément, par exemple, une partie du génome humain, vous êtes les premiers à décrire très précisément une bactérie et ses fonctionnalités,
À ce moment-là, toute personne qui veut faire de la recherche ou toute personne qui veut travailler là-dessus est obligée de vous payer un droit de péage. Les États-Unis ont permis l'appropriation du vivant et le brevetage du vivant simplement par description. Il n'y a pas besoin d'inventer. Il suffit de décrire quelque chose de vivant pour quelque part poser un péage. C'est un blocage considérable sur la recherche médicale. Si vous êtes un chercheur génial dans son coin qui trouvait quelque chose sur le cancer, le seul problème c'est que vous êtes à peu près certain que vous aurez à payer un droit de péage. Vous imaginez à quoi ça donne lieu? Pour celles et ceux qui ne sauraient pas, les semences de ferme, c'est tout simplement que si j'ai la chance de récolter des tomates dans mon jardin de l'Aveyron, il m'est absolument interdit de donner des semences de tomates, ou il est interdit absolument de proposer des graines à mon voisin. Pourquoi? Parce qu'en France, je n'utilise plus que des tomates ou des graines qui sont brevetées, et donc il ne faut pas qu'un échange entre personnes physiques, entre particuliers, entre voisins, porte atteinte au commerce. Et donc nécessairement, il faut que mon voisin ait acheté des semences ou des graines en payant péage à l'industrie du vivant. C'est à bas bruit, je vous l'ai dit. Je ne suis pas sûr que tout le monde ici soit très conscient de ce qui se passe sur l'appropriation du vivant. Je ne suis pas sûr que tout le monde ici soit très conscient de ce qui se passe sur l'industrie agroalimentaire. Je vais en prendre un autre exemple. Ici, il y a des élèves de l'école de guerre économique qui vont être un peu amusés par ça, puis aussi des financiers d'ailleurs. Vous avez peut-être vu qu'une grande entreprise allemande, Bayer, géant de la chimie et de l'agrochimie, vient de racheter Monsanto. On peut savoir par ailleurs, on peut s'interroger par ailleurs sur le fait qu'il y a un consensus assez puissant dont Obama vient de témoigner avec des éloges un peu exorbitants à Madame Merkel, en disant que c'est une dirigeante avec qui il aimait travailler, qu'il aimait s'entretenir avec elle, et que pour elle, elle était la dirigeante de l'Europe. On peut s'interroger sur le fait que les États-Unis seraient très contents de donner une fonction de superintendance européenne à l'Allemagne. Et il y en a qui vont plus loin. Il y en a qui disent que si le rachat a été autorisé, c'est parce que les États-Unis ont donné à Bayer une fonction éminente dans l'Union européenne. C'est de faire que dans très peu de temps, l'Union européenne acceptera sans limite les produits OGM, qui sont les produits de Monsanto. Puisque dorénavant, ça devient l'affaire d'un géant européen de faire adhérer la totalité de l'Europe aux produits OGM. Dans l'impérium américain, je vois assez bien ce scénario-là. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que, oublions nos préférences alimentaires, oublions les préférences pour des produits territorialisés, oublions les préférences pour des produits qui témoignent de la diversité végétale et animale, traduites par le savoir-faire du paysan dans des terroirs toutes différents, et traduites par des pratiques culinaires et gastronomiques toutes différentes selon les régions, voire les localités françaises. Je suis sur une appropriation industrielle, loi des quantités, loi des grands nombres, qui fait que les choix collectifs ou les choix individuels vont se trouver résumés à 3 marques commerciales, 3 gammes commerciales qui vont du moins cher au plus cher, qui ont supprimé toutes les appellations d'origine, toutes les appellations territoriales, parce que la marque commerciale doit acquérir la valeur ajoutée qui était détenue par le territoire. Pourquoi évoquer cela dans ces termes? Tout simplement parce que tout ça me paraît générateur d'inquiétude, et tout ça me paraît générateur de ce qui est à l'origine même des sociétés humaines, qu'est la crainte pour la survie. Si le désir et la passion amoureuse s'épuisent, si les biens de consommation déçoivent, si finalement les biens que je peux acheter sur le marché, les biens qui s'achètent et qui se vendent déçoivent, que me reste-t-il? Probablement cette découverte que le désir fondamental est politique. Probablement cette découverte qu'à l'origine des sociétés humaines, je l'ai dit, il y a des choses gratuites, à l'origine des sociétés humaines, il y a le nous, et le nous comme capacité à survivre. Regardez les origines de notre monde du côté de Sumer et d'Akkad, du côté de ce qui a été si bien détruit par l'intervention américaine en Irak récemment. La première écriture, c'est pour les droits à l'eau et c'est pour le partage des terres. L'écriture est née de comptables et d'agronomes qui voulaient établir les droits à l'eau et établir les terres. Parmi les premiers écrits qu'on connaît de la main humaine, on sait traduire qu'un tel avait tant de kilos d'orge. Et on pense qu'un tel avait produit ça et les devait en impôts. L'origine des sociétés humaines, c'est la répartition de l'eau, c'est le partage de la terre, et c'est quelque part la gestion des récoltes et de ces ressources absolument vitales, qu'on ne peut gérer que par le nous collectif.
Et vous savez que ce qui a permis l'avènement des sociétés humaines organisées, l'avènement ensuite des armées et de l'ordre politique, ben c'est tout simplement le fait qu'on a dégagé du surplus. Et donc on a pu nourrir des populations qui avaient un autre rôle que déjà d'arriver eux-mêmes à survivre et à faire vivre leur entourage familial. Nous sommes là à l'origine des sociétés humaines. J'ai envie de terminer ce soir en disant, et c'est naturellement le troisième point, que le gouvernement du désir, par la croissance garantie sans limite et le progrès pour tous, ce régime-là est en train de s'arrêter sous nos yeux. Je pense que plus personne n'y croit, et je pense que ceux qui y croient le font parce que le capitalisme du chaos réalise aujourd'hui des rendements financiers élevés en détruisant l'État, en détruisant la diversité des cultures et en détruisant les organisations et les institutions des sociétés humaines, mais que ça s'arrête très vite. On est en train de voir la fin du capitalisme du chaos, tel qu'il a détruit l'Irak, la Libye, la Syrie, etc., tel qu'il est en train de piller un certain nombre de ressources en Afrique, mais on sait que ça s'arrête assez vite. Et nous devinons que le point d'arrêt est relativement proche maintenant. Ça veut dire que le désir humain est en train de se réinvestir ailleurs. Et ça veut dire probablement que nous allons réinvestir cette force vitale du désir dans la reconstitution de nos sociétés politiques. Nous allons la réinvestir dans le désir de souveraineté. Faire moi-même les lois qui s'appliquent sur mon territoire et construire nous-mêmes notre destin et choisir nous-mêmes notre destin. Nous allons le reconstruire dans la volonté de survivre en décidant nous-mêmes de ce qu'il y a dans nos assiettes, de comment sont traités nos cours d'eau, comment est traitée la diversité animale et végétale autour de nous, etc., etc. Et ce pouvoir-là, je le rappelle, est à l'origine des sociétés politiques, et ce pouvoir-là est la garantie de survie parce que seuls des États en pleine possession de leur territoire sauront faire face aux échéances environnementales et aux désastres écologiques qui se rapprochent. Face à la menace d'un grand effondrement de nos systèmes vivants, seul un État fort en pleine possession de son territoire est capable de faire face. Donc nous allons avoir un réinvestissement majeur des fonctions du régalien. Ce que nous allons avoir de façon plus profonde, ça va être la volonté de contrôle de ce qui se passe sur notre territoire, de ce qui en entre et de ce qui en sort, parce que vous savez qu'un des problèmes majeurs dans l'alimentation aujourd'hui, c'est la masse des pesticides, des produits phytosanitaires frelatés qui nous arrivent d'un peu partout dans le monde et qui, dans le monde, semble-t-il, représentent un marché de centaines de milliards de dollars aujourd'hui. C'est le fait que 30% des médicaments vendus sur Internet sont des médicaments frelatés, sont des faux, etc., etc. Donc ce combat pour la survie que j'évoque, il suppose un réinvestissement massif et des fonctions régaliennes et du contrôle des territoires. Il suppose aussi autre chose que Peter Sloterdijk évoque assez bien dans son dernier livre, je pense. On a beaucoup dit que le monde nous appartient et on a beaucoup dit que seul le changement compte, tout peut se changer. Je vous renvoie à la phrase de Hannah Arendt, que je cite à peu près textuellement. L'affirmation totalitaire selon laquelle tout peut être changé n'a jusqu'ici prouvé qu'une chose, c'est que tout peut être détruit. Je crois que nous sommes proches du moment où les affirmations totalitaires, le monde nous appartient et tout peut être changé, sont les promesses d'un grand effondrement des systèmes vivants et d'une grande destruction des sociétés humaines. Ce qui me ramène à Peter Sloterdijk, nous sommes en train de découvrir que la fonction de ceux qui pensent, de ceux qui gouvernent et de ceux qui travaillent pour l'avenir, c'est d'abord de conserver ce qui doit l'être et de préserver ce sans quoi la vie ne se poursuivrait pas. Probablement est-ce que les promesses du changement ont de loin excédé ce que toute existence humaine ou toute société humaine est capable de délivrer. Réinvestissement du désir politique, réinvestissement des passions collectives, parce que les passions collectives seront armées par le désir de survie et la volonté de survivre face au grand effondrement de nos systèmes vivants qui menacent à assez brève échéance dorénavant. Je voudrais terminer et attendre vos questions sur ces 2 ou 3 réflexions. D'abord, il faut déconstruire le langage dominant. Quand vous entendez ouverture, il faut entendre pillage et saccage. Quand vous entendez croissance, quand vous entendez droit au développement, il faut entendre colonisation. Quand vous entendez droit au mouvement des populations, quand vous entendez l'éloge de la condition nomade, il faut entendre retour de l'esclavage
et retour du trafic des êtres humains. Nous sommes dans un univers qui, face à la menace pour la survie, est en train de solliciter à l'extrême tous les ressorts, et notamment ceux du langage, en changeant le sens des mots. Ça conduit à des efforts massifs de réinformation, mais ça doit conduire chacune et chacun à ce travail permanent pour enlever les étiquettes et pour mettre la réalité des choses sous les mots qui les cachent. L'avenir du capitalisme du chaos aujourd'hui, c'est le retour massif de l'esclavage et de la colonisation, qui ont quand même été les activités les plus rentables des capitalismes au cours des 2 derniers siècles. Et je vais terminer sur un point. Oui, ce livre est plein d'espoir, parce que le retour du désir politique, le retour des passions collectives, ça va tout simplement nous permettre de reprendre notre destin en main, et c'est la seule voie de l'espoir. Je voudrais que nous échappions au fait que être moderne, ça a été être totalement désintoxiqué de la croyance du progrès. Je voudrais que nous échappions au fait que être contemporain, c'est savoir que le trajet obligé va vers l'effondrement, seule la longueur des pauses distingue la route. Je crois qu'être postmoderne, c'est d'abord reconquérir une conscience politique, c'est reconquérir la passion de la souveraineté et la passion de décider nous-mêmes de notre destin. Et je voudrais qu'être postmoderne, comme nous le faisons ici ce soir, c'est redécouvrir que la chaleur du nous commun est un bien qui ne s'achète nulle part et que c'est un bien qui n'a pas de prix. Merci de votre attention.